7 décembre 1944, 13h35. Les usines aéronautiques. Mitsubishi, à l'est de Nagoya, où les halles d'assemblage s'étiraient sur des longueurs de plusieurs pâtés de maison et où l'air gardait en permanence un goût d'huile de machine et de poussière d'aluminium. À l'intérieur de l'une de ces halles, une jeune fille de 16 ans prénommée Yoshiko se tenait à un établi qui lui avait été attribué 4 mois plus tôt, limant le bord d'un raccord de conduite de carburant destiné au moteur d'un avion de chasse qu'elle ne verrait jamais voler. Elle était en 3e année dans une école supérieure pour filles à l'automne de cette année-là. Elle voulait devenir enseignante. Elle avait un petit frère qu'elle aidait avec ses exercices d'arithmétique le soir et une mère qui s'inquiétait de sa toux et l'habitude de plier son tablier de travail en un rectangle précis à la fin de chaque poste parce que le contremaître récompensait la propreté par quelques minutes supplémentaires à la cantine. Elle était l'une des quelques 1000 jeunes femmes qui travaillaient dans cette halle ce jour-là, et elle était l'une des plusieurs millions à travers le Japon qui avaient été arrachés à leur salle de classe, à leur cuisine et à leur rizière pour être placés dans l'engrenage d'une guerre dont les hommes qui la dirigeaient avaient soutenu, jusqu'à presque la toute fin, que les femmes n'avaient rien à y voir. À 13h35, le sol bougea. Non pas le petit tremblement qu'un enfant élevé au Japon apprend à ignorer avant même de savoir marcher, mais une violence profonde et roulante qui remonta du béton à travers les semelles de ses chaussures de tissu jusque dans ses dents. Le séisme de Tonankai, de magnitude 8,1, avait rompu le fond marin au large de la péninsule de Kii, et l'onde de choc atteignit les grandes halles d'assemblage de Nagoya en quelques secondes. Les fermes de toiture, construites à la hâte et surchargées par les exigences de la guerre totale, se tordirent. Des machines-outils lourdes glissèrent sur le sol. Des sections de plafond s'abattirent sur les rangées d'établis où se tenaient les jeunes filles mobilisées. Quand les secousses cessèrent, la poussière flottait dans la lumière grise de décembre et les survivants commencèrent à creuser pour retrouver ceux qui n'avaient pas couru assez vite. Des centaines d'ouvriers moururent dans les usines Mitsubishi cet après-midi-là, dont un grand nombre de jeunes femmes et de jeunes filles, étudiantes réquisitionnées et travailleurs coréens amenés à Nagoya pour construire des moteurs destinés à une flotte qui était déjà détruite plus vite qu'ils ne pouvaient la remplacer. Et voici la partie de l'histoire qui explique pourquoi presque personne n'en a jamais entendu parler. Le gouvernement japonais n'annonça pas le séisme. Il ne rapporta pas les décès. Il n'autorisa pas les journaux à publier la magnitude, ni le lieu, ni le bilan, parce que le faire aurait indiqué aux Américains exactement où la production aéronautique japonaise était concentrée et dans quelle mesure elle venait d'être endommagée. La catastrophe fut classifiée. Les jeunes filles qui moururent furent enterrées discrètement, leurs familles recevant des explications vagues, leurs morts absorbées dans le grand silence que l'État, en temps de guerre, maintenait sur tout ce qu'il ne pouvait se permettre que l'ennemi ou son propre peuple connaissent. Yoshiko et les milliers de femmes comme elle avaient été mobilisées en secret, travaillaient en secret et dans bien des cas, mouraient en secret. Voici l'histoire de ces femmes, l'histoire de la façon dont l'Empire du Japon, une nation dont l'idéologie officielle soutenait que la vocation suprême d'une femme était de rester à la maison et d'élever des enfants pour l'État, en vint, dans ces dernières années désespérées, à dépendre presque entièrement des mains des femmes pour fabriquer les armes qu'il ne pouvait plus fabriquer sans elles, et comment il le fit tout en refusant, presque jusqu'à la fin, d'admettre qu'il le faisait. Pour comprendre les femmes de fer de l'Empire japonais, il faut d'abord comprendre le mur derrière lequel elles se tenaient, car ce mur n'était pas fait d'acier. Il était fait de croyances. Pendant des décennies avant la guerre, l'État japonais avait organisé toute sa vision de la féminité autour d'une seule expression, 4 caractères que chaque écolière apprenait et que chaque brochure gouvernementale répétait. Ryosai Kenbo. Bonne épouse, mère avisée, il ne s'agissait pas d'un sentiment anodin. C'était une doctrine officielle, enseignée dans les écoles, imposée par la loi,
tissé dans la mythologie nationale qui plaçait la famille au fondement de l'État impérial et la femme au fondement de la famille. Dans cette vision, le corps d'une femme appartenait à l'avenir de la nation, et son devoir était de produire et d'élever les soldats et les travailleurs qui porteraient l'empire vers l'avant. Arracher une femme à son foyer pour la placer derrière un tour était, aux yeux des hommes qui gouvernaient le Japon, non seulement un inconvénient pratique, c'était une attaque contre l'architecture morale du pays lui-même. Et ainsi, quand la guerre éclata, et que les hommes partirent au front, et que les usines commencèrent à crier leur besoin d'une main-d'œuvre que la conscription des soldats avait vidée, le Japon se trouva face à une contradiction qu'il ne pouvait résoudre proprement. Il avait besoin des femmes. Il ne voulait pas admettre qu'il avait besoin des femmes. Et l'écart entre ces deux réalités est là où vit toute l'histoire tragique et cachée des ouvrières de guerre japonaises. Considérons la façon bien différente dont les autres grandes puissances abordèrent la même arithmétique. Aux États-Unis, la figure de Rosie la rivetteuse devint un symbole public célébré. Une femme retroussant sa manche et serrant le poing aux côtés des mots qui disaient à toute la nation qu'elle pouvait le faire. Des millions de femmes américaines déferlèrent dans les chantiers navals et les usines aéronautiques, photographiées, louées, recrutées par une propagande ouverte. En Grande-Bretagne, la conscription des femmes dans le travail de guerre devint obligatoire par la loi en 1941, et les femmes britanniques servirent dans les usines, dans les fermes, dans les unités anti-aériennes et dans les centres de décryptage, ouvertement et en vertu d'une politique nationale déclarée. Même l'Allemagne nazie, malgré sa propre rhétorique sur les femmes appartenant à la cuisine, à l'église et aux enfants, finit par intégrer un nombre considérable de femmes dans son économie de guerre. Le Japon, seul parmi les grands belligérants, passa les premières années cruciales de la guerre à résister activement à la pleine mobilisation de ses propres femmes, et l'homme le plus responsable de cette résistance était celui qui se trouvait tout en haut. Hideki Tojo, le général qui servit comme Premier ministre durant les années centrales de la guerre, était personnellement et idéologiquement opposé à la conscription des femmes japonaises dans les usines. Son raisonnement ne tenait pas de la stupidité, bien que l'histoire n'ait pas été tendre avec son jugement. Il croyait sincèrement que la famille était la cellule à partir de laquelle grandissait la force de la nation, et que briser la famille en envoyant mère et fille vers le travail industriel rongerait la chose même que la guerre était censée protéger. Il s'inquiétait du taux de natalité, de la santé morale des jeunes femmes soustraites à la supervision parentale, des dommages à long terme pour une société qui se définissait à travers le foyer. Aussi tard qu'en 1943, alors que la guerre avait déjà tourné contre le Japon, la politique officielle s'appuyait encore largement sur l'encouragement des femmes à se porter volontaires plutôt que de les y contraindre, et sur la présentation de tout travail féminin comme une nécessité temporaire, complémentaire, presque regrettable, plutôt que comme le fondement de l'économie de guerre qu'il était en train de devenir rapidement. Le résultat fut un pays qui avait besoin du travail féminin autant que n'importe quelle nation dans la guerre, et qui était, pendant des années, idéologiquement empêché de l'organiser correctement. Mais l'arithmétique ne se soucie pas de l'idéologie, et l'arithmétique de 1943 et 1944 était implacable. Chaque jeune homme valide que le Japon pouvait trouver était englouti par les forces armées. Les usines qui construisaient les avions, les moteurs, les obus, les radios, les optiques, les 10 000 pièces de précision de la guerre moderne se vidaient de leurs ouvriers qualifiés précisément au moment où les exigences pesant sur elles se multipliaient. Les sous-marins américains étranglaient les voies maritimes. Les bombardiers américains survoleraient bientôt les îles nationales. Les mathématiques de la production étaient devenues une question de survie nationale, et il ne restait dans le pays qu'un seul grand réservoir de main-d'œuvre inexploitée. L'État ne pouvait plus se permettre ses propres convictions. Et ainsi, progressivement d'abord, puis tout d'un coup,
Le mur s'effondra, et les femmes le franchirent, non pas comme des patriotes célébrés à l'américaine, mais comme une armée discrètement réquisitionnée, que le gouvernement s'efforçait d'habiller du langage du sacrifice volontaire, alors même qu'il rendait la participation effectivement obligatoire. L'instrument par lequel cela se produisit portait un nom qui captait parfaitement le fossé entre ce qu'il prétendait être et ce qu'il était réellement. Le Joshi Teishin Tai, le corps de travail volontaire féminin. Le mot volontaire siégeait dans ce titre comme une fiction polie que tout le monde comprenait et que personne ne remettait en question. Le corps avait commencé comme une organisation véritablement volontaire en 1943, un appel au patriotisme de jeunes femmes non mariées pour qu'elles offrent leur travail à l'effort de guerre. Mais à mesure que la situation s'aggravait, le caractère volontaire s'évanouit. En août 1944, le gouvernement publia l'ordonnance sur le service de travail volontaire des femmes, qui rendait le service dans le corps effectivement obligatoire pour les femmes non mariées dans une large tranche d'âge, descendant jusqu'aux filles d'aussi peu que 12 ans et remontant jusqu'aux femmes approchant la quarantaine. Les associations de quartier, les écoles et les responsables locaux, qui administraient la vie quotidienne sous l'État en temps de guerre, faisaient clairement comprendre que refuser n'était pas une vraie option. Une fille qui ne rejoignait pas le corps déshonorait sa famille, serait marquée comme déloyale dans une société où la déloyauté pouvait détruire un foyer, et se retrouverait de toute façon affectée en pratique. Le corps de volontaire était volontaire de la façon dont respirer est volontaire. On pouvait décliner en théorie. En pratique, on allait là où on vous envoyait. Et parallèlement au corps de volontaire, vint la mobilisation des étudiants, qui s'enfonçaient encore plus profondément dans la société japonaise et tiraient des mains encore plus jeunes dans l'engrenage. À partir de 1943, le gouvernement ferma progressivement l'enseignement véritable pour les élèves les plus âgés et convertit les écoles du pays en réservoirs de main-d'œuvre. Des jeunes filles qui auraient dû étudier la littérature, les mathématiques et les arts domestiques que la vieille idéologie chérissait étaient, au lieu de cela, chargées dans des trains et envoyées dans des usines, parfois à des centaines de kilomètres de chez elles, pour vivre dans des dortoirs et travailler sur les chaînes d'assemblage. Des élèves de collège, des lycéennes et même des enfants au début de l'adolescence furent absorbés dans le système. Lors de la phase finale de la guerre, l'enseignement ordinaire en classe avait essentiellement cessé pour les élèves plus âgés dans une grande partie du pays. Les écoles existaient sur le papier, mais les élèves étaient dans les usines. Une génération entière de jeunes femmes japonaises atteignit l'âge adulte durant ces années, avec leur éducation formelle amputée. Leur adolescence passée non pas dans les études, mais dans la production d'armes. Leurs avenirs silencieusement réécrits par un État qui avait autrefois insisté sur le fait que leurs avenirs appartenaient au foyer. À quoi ressemblait concrètement ce travail pour les jeunes filles qui le vécurent? C'était dur d'une façon que les témoignages survivants décrivent avec une précision plate et sans sentimentalisme, qui est d'une certaine façon plus saisissante que tout drame. Les horaires étaient longs, fréquemment 12 heures, parfois plus lorsque les quotas de production l'exigeaient, et les quotas l'exigeaient toujours. Le travail était souvent dangereux. Ces adolescentes utilisaient des machines industrielles lourdes, pour lesquelles elles avaient reçu une formation minimale, dans des usines qui accordaient de la priorité à la production plutôt qu'à la sécurité de la façon dont seule une nation en crise existentielle peut se le justifier. Des mains furent broyées dans des presses. Des doigts furent perdus dans des tours. L'exposition aux produits chimiques dans les usines de munitions endommagea des poumons et des peaux. Les filles qui peignaient les cadrans lumineux des instruments et les marques sur les obus travaillaient avec des matériaux dont personne ne leur expliquait les dangers. Et entourant tout cela se trouvait la faim. La faim profonde et constante d'un pays dont l'approvisionnement alimentaire s'effondrait sous le poids du blocus naval. Les repas des dortoirs s'amincissaient de mois en mois. Le riz cédait la place à l'orge,
l'orge cédait la place à ce qu'on pouvait trouver. La tuberculose se répandait dans les dortoirs bondés, où des adolescentes épuisées et sous-alimentées dormaient en rangées. Les filles écrivaient des lettres à la maison que les censeurs lisaient, et elles tenaient des journaux intimes que certaines d'entre elles conservèrent. Et dans ces journaux, on trouve les petits détails humains que le dossier officiel effaça. La nostalgie du foyer, le dos endolori, le goût d'une patate douce partagée entre amis comme un luxe, la fierté étrange qui grandissait, malgré tout, dans une tâche difficile bien accomplie, dans un lot de pièces Kobayashi qui passait l'inspection, dans le fait d'apprendre gâchu, que les moteurs qu'elles avaient à contribuer à construire volaient. Les usines qui consumaient de leur travail portaient les grands noms de l'industrie lourde japonaise, les entreprises dont les produits portaient les espoirs de l'Empire. Chez Mitsubishi à Nagoya, des femmes et des jeunes filles aidèrent à construire les moteurs et les cellules des chasseurs et des bombardiers que la marine et l'armée impériale japonaise lançaient contre les Américains qui avançaient. Dans les usines aéronautiques Nakajima, le plus grand constructeur aéronautique du Japon, les femmes remplissaient les halles d'assemblage. Dans les arsenaux navals et militaires dispersés à travers le pays, les femmes s'usinaient des obus, assemblaient des fusées et emballaient des explosifs. Dans les grandes filatures reconverties à la production de guerre, des femmes qui avaient autrefois filé du fil produisaient désormais des parachutes, des uniformes et les 1000 composants en tissu d'une machine militaire. Le chasseur Zéro, l'appareil qui avait terrorisé les pilotes alliés dans les premières années de la guerre, était devenu le symbole le plus célèbre de la puissance aérienne japonaise, fut dans ses dernières années de production assemblé dans une mesure significative par les mains d'adolescentes et de jeunes femmes qui n'avaient jamais demandé à être là et qui ne comprenaient qu'en partie la finalité stratégique des objets qui passaient entre leurs doigts. Les armes qui combattirent la guerre du Pacifique dans sa phase finale désespérée furent, dans une mesure que l'histoire a gravement sous-rapportée, fabriquées par des femmes. Il y a une dimension plus sombre dans cette histoire que l'honnêteté nous oblige à aborder directement, car le corps de travail volontaire féminin ne puisait pas seulement dans les femmes japonaises. Il puisait aussi dans les femmes de l'Empire, conquis par le Japon, et le plus douloureusement dans les femmes de Corée, que le Japon gouvernait comme colonie depuis 1910. Des femmes et des filles coréennes furent mobilisées dans le corps et envoyées dans des usines japonaises aux côtés de leurs homologues japonaises. Mais leur situation portait un poids supplémentaire de coercition et de tromperie qui marque encore aujourd'hui les relations entre les deux pays. Beaucoup furent à recruter avec de fausses promesses d'éducation ou de bons salaires, pour se retrouver piégées dans un travail industriel loin de chez elles, dans un pays dont beaucoup d'entre elles ne parlaient pas la langue, traitées avec le mépris que la hiérarchie coloniale leur réservait. Et le nom du corps lui-même, Joshi Teishin Tai, devint après la guerre le centre de l'une des controverses historiques les plus douloureuses d'Asie de l'Est, parce que les mêmes réseaux de recrutement et le même vocabulaire euphémique du service volontaire furent utilisés dans un système séparé et bien plus sombre pour tromper et contraindre des femmes dans la servitude sexuelle de l'armée japonaise. Le travail industriel et l'esclavage sexuel étaient des systèmes différents, et les historiens veillent à les distinguer. Mais ils ont grandi sur le même sol colonial et partageaient le même vocabulaire empoisonné du faux volontariat. Et la confusion et la souffrance qu'ils ont produites n'ont jamais été entièrement résolues. Raconter honnêtement l'histoire des femmes de fer du Japon, c'est reconnaître qu'elles n'étaient qu'un pas toutes japonaises, et que pour les femmes coréennes parmi elles, la coercition était plus profonde, la tromperie plus totale, et le bilan historique toujours inachevé. Alors que 1944 se transformait en 1945, l'armée secrète de ouvrières se retrouva en première ligne d'un nouveau type de guerre, une guerre qui venait à elles plutôt qu'une guerre où elles étaient envoyées. La campagne de bombardement américaine contre les îles nationales japonaises atteignit sa pleine force, et les usines que les femmes avaient été mobilisées pour faire fonctionner devinrent les cibles.
Les grands raids incendiaires sur Tokyo et les autres villes tuèrent des dizaines de milliers de civils. Et parmi les morts se trouvaient d'innombrables ouvrières et les familles qu'elles avaient laissées derrière elles. Les usines elles-mêmes furent directement bombardées, et les halles d'assemblage où travaillaient les jeunes filles, souvent mal protégées et situées dans des zones industrielles que les Américains avaient cartographiées avec précision, devinrent des pièges mortels. Le même secret qui avait dissimulé le séisme de Tonankai signifiait également que lorsque les bombes s'abattaient sur les usines, les morts des femmes qui s'y trouvaient étaient absorbées dans la catastrophe générale, sans reconnaissance particulière de qui elles étaient ou pourquoi elles s'y trouvaient. La plus concentrée de ces horreurs survint vers la toute fin. Le matin du 7 août 1945, le lendemain de la chute de la bombe atomique sur Hiroshima, une force de bombardiers américains B-29 frappa l'arsenal naval de Toyokawa, l'une des plus grandes installations de munitions navales du Japon. L'arsenal était fortement pourvu de travailleurs mobilisés, dont un grand nombre de jeunes femmes et d'étudiants réquisitionnés pour assembler les obus, les fusées et les munitions que la marine réclamait encore, alors que la marine elle-même avait cessé d'exister de façon significative. Le raid tua plus de 2500 personnes en quelques minutes, et une très grande proportion des morts étaient des étudiants mobilisés et les ouvrières, des adolescentes qui avaient été arrachées à leurs écoles et placées à l'intérieur de l'une des cibles de bombardement les plus évidentes de tout le pays. Elles moururent à leurs établis, accomplissant un travail qu'elles n'avaient pas choisi. 8 jours avant la fin de la guerre, pour un empire déjà fini qui avait passé des années à prétendre qu'il n'avait pas besoin d'elles même en les travaillant à mort. Les filles de Toyokawa sont commémorées aujourd'hui dans des mémoriaux locaux. Mais pendant des décennies, leur histoire, comme tant d'aspects de l'histoire des femmes de fer, resta dans l'ombre d'une mémoire nationale qui préférait se concentrer sur les soldats et les marins et les aviateurs, les hommes qui avaient combattu, plutôt que sur les femmes qui avaient construit. Et puis ce fut fini. Le 15 août 1945, la voix de l'empereur passa à la radio pour la première fois dans la vie de presque tous ceux qui l'entendirent, annonçant dans un langage formel et archaïque que le Japon accepterait les conditions de la reddition. Dans les usines, les machines s'arrêtèrent. Les jeunes filles qui avaient repassé leur adolescence à construire des moteurs, des obus et des composants d'avions se tinrent dans le silence soudain des halles d'assemblage qui ne produiraient plus jamais une arme, et elles tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer pour leur pays et pour elles-mêmes. Certaines pleurèrent. Certaines ressentirent un soulagement si énorme qu'il les effrayait. Certaines ne ressentirent rien du tout. Cet engourdissement particulier des jeunes gens qu'on a poussé au-delà des limites de ce que l'esprit humain est fait pour absorber. Et puis, presque immédiatement, elles furent renvoyées chez elles, ou ce qu'il restait de chez elles, dans un Japon qui mourait de faim, vaincu, occupé et entièrement transformé. Ce qui arriva aux femmes de fer après la guerre est, à sa manière silencieuse, aussi révélateur que tout ce qui leur arriva pendant la guerre. Elles rentrèrent chez elles, et le pays qui avait eu tellement besoin d'elles, qu'il avait abandonné ses convictions idéologiques les plus profondes pour les mobiliser, n'avait désormais plus d'utilité pour elles dans ce rôle. Et il oublia en grande partie ce qu'elles avaient en fait. Les hommes revinrent des forces armées et des camps de prisonniers. Et les usines qui avaient survécu se tournèrent vers la production de temps de paix. Et l'ancienne vision de la femme au foyer se réaffirma avec une rapidité remarquable. Les jeunes filles qui avaient manœuvré des tours et assemblé des moteurs étaient censées mettre de côté les compétences et l'indépendance qu'elles avaient acquises et reprendre les rôles domestiques que l'idéologie d'avant-guerre leur avait réservés, comme si les années dans les usines avaient été une aberration à effacer discrètement, plutôt qu'une fondation sur laquelle construire. Beaucoup se marièrent, élevèrent des familles et reconstruisirent le pays tout au long de la longue reprise d'après-guerre, leur travail de guerre replié dans un silence qu'elles rompaient rarement. L'éducation formelle que la guerre leur avait volée était, pour la plupart, simplement disparue. Un manque dans leur vie
qui ne pourrait jamais être comblé. Toute une génération de femmes japonaises porta les marques physiques et émotionnelles de ces années. Les poumons abîmés et les doigts perdus. Et le deuil des amis écrasés dans les séismes et brûlés lors des raids aériens, dans une vie d'après-guerre qui, pour l'essentiel, ne leur posait pas de questions à ce sujet. Et voici ce qui rend leur histoire si difficile à tenir à l'esprit. La contradiction en son centre même. Ces femmes n'étaient pas des soldats. Elles ne s'étaient pas portées volontaires pour le combat. La plupart d'entre elles ne croyaient pas, dans un sens significatif, en la guerre ou ne comprenaient pas la stratégie des hommes qui la dirigeaient. Elles furent réquisitionnées, trompées et travaillées à mi-mort par un État qui ne les respectait pas, au service d'une cause que l'histoire a jugée à juste titre comme une catastrophe d'agression et de cruauté. Les appeler héroïnes au sens simple serait aplatir la coercition qui définissait leur expérience. Et pourtant, elles construisirent des choses. Elles maîtrisèrent des compétences difficiles dans des conditions impossibles. Elles endurèrent la faim, le danger et la perte de leur jeunesse avec une endurance silencieuse qui demande notre reconnaissance, même lorsque la cause qu'elles servirent demande notre condamnation. Elles furent les instruments d'une machine de guerre qui n'aurait jamais dû exister. Et elles étaient aussi des êtres humains qui méritaient bien mieux que ce que la guerre ou leur propre pays leur donna. Et ces deux réalités sont vraies à la fois, et l'inconfort de les tenir ensemble est le prix de s'en souvenir honnêtement. Le secret qui entourait leur travail pendant la guerre ne se leva jamais entièrement par la suite, ce qui explique en partie pourquoi si peu de personnes, en dehors du Japon, ont jamais entendu leur histoire. Le gouvernement de guerre les avait cachés, parce que leur existence révélait une contradiction qu'ils ne pouvaient se permettre d'admettre, à savoir que le grand empire masculin des soldats et des empereurs était devenu dépendant des mains de jeunes filles. La société d'après-guerre les oublia discrètement parce que leur histoire ne correspondait ni au récit de souffrance héroïque qui s'était développé autour des soldats, ni au récit de pure victimité qui s'était développé autour des civils d'Hiroshima et de Nagasaki, et des villes bombardées au napalm. Elles étaient des ouvrières, des travailleuses réquisitionnées dans une armée industrielle cachée. Et cette catégorie n'avait pas de place confortable dans les histoires que le Japon se racontait sur la guerre. Ce n'est que dans les dernières décennies du XXe siècle, alors que les survivantes vieillissaient et commençaient à ressentir l'appel d'être rappelées avant de disparaître, que leurs témoignages commencèrent à émerger en volume, dans des histoires locales et des projets commémoratifs, et dans le travail patient de chercheurs qui avaient compris qu'une guerre n'est pas seulement les batailles que les généraux planifient, mais aussi le travail qui construit les moyens de les mener. Quand on se tient aujourd'hui devant l'un des mémoriaux aux étudiants mobilisés, à Toyokawa ou dans d'autres sites où ils moururent, on trouve des listes de noms et on trouve des âges, et ce sont les âges qui vous arrêtent. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Les âges d'enfants qui auraient dû se soucier d'examens et d'amitié et des petits drames de la croissance et qui passèrent plutôt leurs derniers jours dans les rouages d'un empire mourant, construisant les armes que les hommes qui les gouvernaient avaient si longtemps insisté qu'elles ne devraient jamais toucher. Yoshiko, la jeune fille à l'établi à Nagoya, l'après-midi où la terre trembla, était un nom parmi des millions, une seule représentante d'une armée que l'histoire faillit effacer. Nous ne savons pas, pour la plupart d'entre elles, ce qu'elles pensaient alors qu'elles se tenaient à leurs établis dans la lumière grise de ces derniers hivers. Si elles comprenaient la guerre, si elles la détestaient, si elles tiraient quelque fragile fierté du travail, ou l'enduraient simplement heure par heure. Nous savons seulement qu'elles étaient là, qu'elles construisirent ce que l'Empire ne pouvait plus construire sans elles, et que lorsque ce fut terminé le pays qu'elles avaient servi, ferma la porte sur le souvenir de ce qu'il leur avait demandé. Les femmes de fer de l'Empire japonais n'étaient pas de fer parce qu'elles étaient dures. Elles étaient de fer parce qu'elles étaient fortes, de la façon dont les gens les plus ordinaires
se révèlent être forts lorsqu'un poids extraordinaire leur est imposé sans leur consentement. Elles furent réquisitionnées dans une contradiction, utilisées par un État qui ne les honorait pas et oubliées par une histoire qui trouvait leur histoire gênante. Elles construisirent la machine qui combattit l'une des guerres les plus terribles de l'histoire humaine, et elles le firent en tant qu'enfants. Et elles le firent en secret. Et la plupart d'entre elles portèrent ce secret silencieusement jusqu'à la fin de leur longue vie. Elles méritent au minimum d'être vues. Non pas célébrées comme des guerrières qu'on ne leur a jamais demandé d'être, et non pas réduites à des victimes sans aucune agentivité, mais vues, pleinement, dans la vérité difficile de ce qu'elles étaient. De jeunes femmes prises dans l'engrenage d'une catastrophe, qui ramassèrent les outils qu'on plaçait dans leurs mains et accomplirent le travail, et à qui l'on doit, après toutes ces années, le simple acte d'être rappelé. Elles construisirent la machine de guerre que les hommes qui dirigeaient l'Empire jurèrent que les femmes ne devraient jamais toucher. Et ensuite, ce même Empire enterra ce qu'elles avaient fait. Dites-moi dans les commentaires, quand vous pesez tout ce que vous venez d'entendre, comment devrions-nous nous souvenir des femmes qui construisirent les armes d'une guerre qu'elles n'ont jamais choisi de mener, comme des victimes, comme des survivantes, comme quelque chose pour lequel l'histoire n'a pas encore trouvé le bon mot? Je serais vraiment heureux de lire ce que vous en pensez. Abonnez-vous et activez les notifications, car chaque semaine nous retournons dans les archives pour les histoires qui ne figurent pas dans les manuels scolaires, les histoires humaines, sous les dossiers officiels. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo, car il y a ici bien plus que ce que les livres d'histoire ne vous ont jamais dit.